Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio M, nous sommes en direct pour le CPP, le Café Presse Politique. Bonsoir et bienvenue à nos invités. Bonsoir Tariq Hafid. Bonsoir. Bonsoir Yassine Qadi. Bonsoir. Bonsoir Akram Khalif. Bonsoir. Alors première question, essentielle, traditionnelle, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Qui commence? Tariq Hafid. La Cour de justice de l'Union européenne qui confirme aujourd'hui que le Sahara occidental ne fait pas partie du Maroc. Et c'est une confirmation, on le savait déjà. Ils ont surtout parlé du plan de... Non. Non, en fait, c'est dans le cadre... Voilà. Concernant les ressources, c'est suite à la décision de la Cour de justice européenne. Et la Cour de justice européenne a tranché sur la question de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Nous le savons, c'est évident. C'est très bien. Akram? En fait, il m'a volé mon image de la semaine. Mais moi, je pense que l'image de la semaine, c'est une image qui nous provient de Syrie, encore une fois. C'est le papa terroriste de 2 fillettes qui a envoyé ses 2 fillettes se faire exploser, qui explique calmement devant la caméra que c'est une très bonne chose et que ça va aider. Je ne sais pas ce que ça va aider, mais en tout cas que c'est une bonne chose. Yassine, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? 2 choses. J'étais à Tunis le week-end dernier pour un événement de Reporters sans frontières. Demain, il y aura une conférence de presse à Paris sur le rapport Algérie. Donc, c'est un événement qui va avoir lieu. Mais on a eu une idée un peu du contenu de ce rapport. Il est évidemment extrêmement sévère sur la dégradation de la situation de la presse en Algérie. Le deuxième événement, j'étais à Tunis au moment où le Mossad a sévi à Sfax. C'était extrêmement choquant de savoir que le Mossad sévit au Maghreb. Ils ont assassiné un scientifique tunisien en pleine Tunisie. Moi, mon image de la semaine, c'est une femme. Elle s'appelle Séville Chaïdé. Elle a 52 ans et elle va probablement être la première femme Premier ministre musulmane dans un pays européen. Premier ministre de Roumanie, c'est le président qui va sans doute la nommer ces quelques jours. Jamais un pays européen n'a eu déjà un Premier ministre de confession musulmane. Alors, nous allons commencer évidemment ce CPP par l'actualité de la semaine. Nous allons évidemment parler de ce lundi noir, plusieurs attentats à travers le monde. Mais ce qui nous a marqué en tant qu'Algériens, nous, cette semaine, c'est les propos du ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, qui s'est prononcé pour la première fois d'une manière claire. Nous dirons si c'est bien ou mal, mais en tous les cas, c'est une manière claire sur la situation en Syrie. Il avait dit que l'armée syrienne avait reconquis sa souveraineté sur la ville d'Alep. Cela nous amène aussi à poser la question du lien entre l'Algérie et le printemps arabe. On sait que l'Algérie n'a jamais supporté, au terme anglophone, et n'a jamais soutenu le printemps arabe. Yassine Qadi, Ramtan Lamamra, est-ce que c'est une maladresse ou est-ce que il a dit tout haut ce que les autorités algériennes ont toujours pensé depuis 2011? Non, je pense que c'est un opportunisme de faible. Tant que le rapport de force n'était pas bien dessiné, l'Algérie a fait attention, le régime algérien, il ne s'agit pas de l'opinion algérienne, a fait attention à ses propos, même si on a toujours bien compris que le penchant de Bouteflika était de soutenir les dictateurs en place. Ça s'est avéré assez clairement avec Kadhafi. Ça s'est plus ou moins confirmé avec Moubarak et de manière éclatante avec la Syrie. Aujourd'hui, que le rapport de force paraît pencher en faveur du régime en place, opportunisme de faible. On dit qu'on est du côté du plus fort. Mais le président syrien a tout de même reçu il y a quelques mois Abdelkader Msehel. C'était bien avant que l'armée syrienne ne reprenne le contrôle de la ville d'Alep. Est-ce qu'on peut aussi qualifier ce déplacement premier ministre arabe depuis 2011 en Syrie, est-ce qu'on peut qualifier ça aussi d'opportunisme? La question se pose toujours à moi? Oui. En fait,
L'Algérie a pensé pouvoir jouer un rôle en maintenant le langage. En fait, la façon dont l'Algérie justifiait sa position, c'était qu'il faut avoir langue avec les deux parties pour pouvoir faire évoluer les positions. On peut considérer que c'est quelque chose de défendable. Envoyer un ministre de la République à Damas, c'était déjà une faute grave. Et d'ailleurs, nous en avions parlé comme tel au CPP. Akram Khalif, les propos de Ramtan Lamamra, qui ont été, il faut le dire, complètement décriés avant-hier en direct sur le NTV. Nous en parlerons plus tard. Est-ce qu'il a eu raison de dire ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a eu raison? Qu'est-ce qu'il a dit textuellement? Textuellement, il a dit l'armée syrienne a repris sa souveraineté sur la ville d'Alep. Où est la faute? Où est la faute? Non, il a dit. Alep est une ville syrienne, que je sache, qui a échappé au contrôle de l'armée arabe syrienne, et non pas de Bachar al-Assad. Et c'est une ville qui a été reprise par l'armée arabe syrienne. C'est une victoire contre le terrorisme. Non, la nouveauté, qu'on s'entende bien, la nouveauté, c'est que dans le cas d'Alep, et ça s'est ressenti d'ailleurs à la chaîne 3, on parlait de rebelles et d'armées syriennes, enfin armées syriennes soutenues par, elle a aussi des milices, soutenues par Hezbollah, soutenues par l'aviation russe, soutenues par les milices, par l'armée iranienne. On parlait de rebelles. Et subitement, changement de terme de référence, des éléments de langage, on parle de terroristes et Lamtan Mamara parle des faits du terrorisme. C'est ça la différence. Où est-ce qu'on parlait de rebelles? Avant, dans les médias, dans les médias algériens, dans le médias publics. Dans le cas d'Alep, on parlait de, dans les médias publics, absolument. Alep, on parlait de rebelles. À la différence de Daesh, à l'est du pays, Nusra, voilà. Il y avait une différence. Oui. Sincèrement, je ne sais pas quelle est la différence entre rebelles et terroristes dans le cas, en tout cas, du conflit syrien. Mais ce que j'ai vu, moi, j'ai vu beaucoup de groupes terroristes. Les rebelles, rébellion après ensuite c'est quoi rebelle avec un fanion démocrate ou je sais pas trop, mais en tout cas ce que j'ai vu, ce que l'on voit tous les jours, ce que tu as cité tout à l'heure comme exemple Akram, ce sont des groupes terroristes après affiliés à différents partis, à différents États arabes musulmans, soutenus plus ou moins soit par les Américains soit par les Britanniques, mais en tout cas moi je n'ai vu personnellement que des groupes terroristes. En tout cas, on est en train de voir. Ensuite, effectivement, comme tu disais, Alep est une ville syrienne. Si elle a perdu le contrôle, si l'État syrien a perdu le contrôle de toute cette région et qu'il parvient à envoyer des troupes pour la réapproprier, ben c'est très bien. On est en train de voir aujourd'hui l'après Qu'est-ce qui est Alep. très bien, j'ai pas compris. Ben c'est très bien que récupérer son pays. Que l'État récupère une partie de son territoire. L'État, il a 40%. L'État de ce qu'on appelle l'État, qui est en fait une faction. Parmi toutes les factions qui se battent en Syrie, la faction alaouite contrôle 40% du territoire. Elle contrôle 40% pour 60%. Elle contrôle la Syrie. Elle contrôle la Syrie utile pour 60% de la population. Elle contrôle la Syrie utile. Mais non. Donc elle contrôle cette faction qui détient l'appareil de l'État contrôle une partie du territoire, contrôle pas, elle n'a pas reconquis une ville qui lui est une ville. Il y a, voilà, en train d'avancer. Exactement. Qu'il contrôle 100% du territoire. Alors, avec Attends. Allez-y. Bon, Akram parle pour lui-même. Non, Akram parle pour lui-même. Il dit, non, chacun parle pour lui-même. Bien sûr. Non, qu'on s'entende bien. De quoi parlons-nous? Non, qu'on s'entende très bien. De quoi parlons-nous? On parle d'opposition algérienne. Nous parlons d'une révolution qui a mal tourné. Nous parlons d'un processus révolutionnaire qui est parti de Tunisie, on va en parler en deuxième partie, qui est passé en Égypte, qui est passé en Libye, qui est passé dans d'autres pays arabes, qui a donné quelque chose au Maroc, qui a donné 4 morts en Algérie à Bousmaïl, et qui s'est fracassé aussi en Syrie. Parce que la Syrie, c'est particulier, c'est délicat. Je note que là où ça s'est compliqué, c'est dans les pays où la dictature était la plus sanguinaire, c'est en Libye et en Syrie. Là où il y avait des petites traditions, plus ou moins grandes, de revendications autonomes, mouvement syndical tunisien, la classe politique d'opposition en Égypte, on a réussi plus ou moins à bâtir une transition. On sait comment ça s'est retourné en Égypte, mais ça s'est pas passé de la manière. C'est une révolution qu'on a obligé à se militariser, que le régime Assad a obligé à se militariser, parce que à Daraa, le régime Assad s'est mis à tirer sur les gens, à Damas, il s'est mis à tirer sur les gens, il a obligé les milices à se... Après, évidemment, l'ALS, dont parle l'armée libre syrienne, qui contrôlait, qui était un peu le leadership de cette insurrection, a perdu la main.
c'est clair, a été débordé par des islamistes, mais pas que par des islamistes. Il y a d'autres factions, ça s'est dilété, mais on ne peut pas traiter toute la rébellion syrienne comme si c'était Daesh et comme si c'était un Nosra. Est-ce que le gouvernement les traite comment alors? Je finis avec ça. C'est peut-être des terroristes. C'est pas des, c'est des terroristes. C'est des terroristes. Pourquoi ce serait des terroristes? Le FLN c'était des terroristes aussi dans ce cas-là. Je suis désolé. Non. Bah, donc c'est l'idéologie qui détermine le terrorisme. Qu'est-ce qui détermine qu'un courant? C'est le projet de société. Le projet de société. Alors je termine sur ça. C'est sur ça que je voulais terminer. C'est sur ça que je voulais terminer. Le projet de société. Al-Assad a signé un accord sous la férule de Moscou de cessez-le-feu en février 2016 qui comprenait toutes les factions de la rébellion à part Daesh et Nosra. Pourquoi? Et c'était explicité dans l'opinion syrienne. C'est parce que les premiers avaient comme projet l'État national. Ils voulaient démocratiser leur pays, changer la gouvernance de leur pays. Et Daesh et Nosra avaient un projet de khalifa, avaient un projet pan-islamique au-delà de l'État. C'est ce qui faisait la différence et ils voulaient pas traiter avec les uns et les autres. Maintenant, tu me dis que tout le monde est terroriste. Tu es plus royaliste que Assad quand tu dis ça. Je suis pas plus royaliste que Assad quand je dis ça. Je dis où est la rébellion démocratique des gens qui sont là pour Deraï est contrôlée par des nationalistes. La province de Deraï est contrôlée par des nationalistes. Je parle de Halab. Halab, qui sont là pour une Syrie libre, démocratique, moderne. Donc il faut les ratatiner. Si c'est des islamistes, il faut les ratatiner. Nous sommes en train de voir l'après-Alep. Cette semaine, on a vu l'après-Alep. On a eu un accord turco-iranien qui prévoit l'évacuation des rebelles et de leurs familles. On va utiliser les termes qui ne fâchent pas. On a vu ce que les gentils rebelles ont fait des bus. Ils ont assassiné les chauffeurs, ils ont brûlé les bus. Et aujourd'hui, on a des vidéos de rebelles qui sont toujours là-bas, qui menacent de se faire exploser, qui refusent de sortir. Et l'évacuation d'Alep s'est faite avec le rôle important de l'ambassadeur Andrei Karlov, qui a été donc... C'est lui l'architecte de l'accord. Voilà, qui a été assassiné. Alors, après le faux espoir la semaine dernière, Abed Chalef est au retour. Merci d'être parmi nous. Abed Chalef, vous avez certainement entendu les propos de Ramtal Amamra. Ils ont choqué certaines personnes, ils ont plu à certaines personnes, comme dans ce CPP. Qu'est-ce que vous en pensez de ces propos du chef de la diplomatie algérienne? Est-ce qu'il a eu raison de tenir ses propos? Je pensais d'abord que je risquais de repartir parce que j'ai vu qu'il y avait un débat qui était engagé. La Mamara était dans son rôle. Dans son rôle, oui. La position officielle de l'Algérie, c'est celle qu'il a assumée, celle qu'il a exprimée, il l'assume. Ce que j'en pense, c'est pas important ce que j'en pense. Bah si, on aime bien avoir les avis de tout le monde. C'est ça le CPPS. Est-ce que vous constatez que c'est la première fois que le gouvernement algérien montre son soutien clairement au gouvernement syrien? Oui, c'était la première fois, mais l'Algérie s'est fait avoir une première fois quand le Khadr Brahimi est allé se fourvoyer dans l'histoire syrienne. Et donc il pensait qu'il avait une démarche qui pouvait sortir la Syrie de cette crise et il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir par les Américains, par les Français. Il a mis du temps pour comprendre que c'était pas son rôle. Et donc il a démissionné, ça s'est terminé en queue de poisson. Et ensuite, la position algérienne a été, disons, un peu opaque, mais il était clair qu'elle se situait dans ce que l'Algérie appelle des principes, c'est-à-dire un État souverain qui contrôle son territoire. On ne s'ingère pas et pour la Mamara, c'était un soulagement. Est-ce que c'est un opportunisme de faible, comme l'a dit Ihsan Radi? Non, c'est une position de fou. C'était la position de l'Algérie. Et pourquoi ce n'est que maintenant que l'Algérie montre officiellement sa position en parlant de victoire sur le terrorisme et de reprise de la souveraineté d'Alep? Avant, c'était très ambigu. Pour des raisons de conjoncture, pour pouvoir discuter un peu avec tout le monde, parce que la situation était peut-être ambiguë. On peut pas trop s'avancer sur un terrain si on a encore des doutes sur la victoire. Ça pouvait s'expliquer, mais fondamentalement, c'était la position de l'Algérie. Moi, je suis pas du tout surpris. Enfin, on peut pas être surpris par ce qu'a dit la Mamra. L'Algérie et le printemps arabe, ça n'a jamais été une histoire... Ça n'a pas été le grand amour. Voilà, ouais. Et c'est normal. C'est un pouvoir qui est en place ne peut que rejeter l'idée d'un printemps qui puisse le remettre en cause. Ça c'est une analyse froide. Si la position officielle algérienne devait être
de soutien au printemps arabe, ils n'ont qu'à faire les réformes démocratiques qui s'imposent, et puis c'est tout. Pourquoi ils iraient soutenir un printemps arabe? Il n'y a pas eu de printemps arabe au Maroc, c'est le même pouvoir en place, et pourtant ce n'est pas la même position diplomatique vis-à-vis de la Syrie. Pourquoi, selon vous? C'est différent. Au Maroc aussi, il n'y a pas eu de printemps arabe, et c'est le même pouvoir. Le Maroc fait partie à l'Arabie Saoudite, exactement. au Royaume du Golfe. Il est sur des positions depuis très longtemps. Entre l'Algérie et la Syrie, il y a aussi l'histoire. Il y a l'histoire et il y a de l'histoire, d'histoire ancienne. Il y a des positions qui étaient un peu communes pendant le demi-siècle qui vient de se passer sur la question palestinienne. La Syrie a toujours été très proche, y compris avec des pouvoirs qui paraissent infréquentables. Mais sur certaines questions dogmatiques, la position de l'Algérie et celle de la Syrie étaient très proches quand elles n'étaient pas les mêmes. Alors, l'Algérie n'a pas soutenu le printemps arabe en Libye. L'Algérie a soutenu indirectement Kadhafi. Kadhafi est tombé. Est-ce que ça a porté préjudice à l'Algérie, la chute de Kadhafi et le changement de régime? On n'a pas l'impression que ça a porté préjudice à l'Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez? Préjudice par rapport à quoi? Par rapport au nouveau régime qui est mis en place, que l'Algérie n'a pas soutenu. Ce nouveau régime, pour l'instant en Libye, on voit absolument rien du tout. On est en train de voir des factions, des tribus qui sont en train de s'entretuer. Haftar a été reçu, comme d'autres représentants des différentes parties. L'Algérie est en train de jouer un jeu que je considère comme étant très discret, même s'il n'est peut-être pas efficace. Mais par rapport à quoi? C'est-à-dire, en donner l'exemple de la Syrie. Je pense sincèrement que les Syriens sont exactement dans la même situation que les Algériens à un moment où effectivement on voyait qu'il y avait certaines parties du territoire algérien qui étaient sous contrôle de groupes terroristes, notamment du GIA. Quand du côté de Sidi Moussa, l'Erba un détail quand même, Alep, c'est l'équivalent d'Oran. Oui, mais ce que je veux dire, je suis tout à fait d'accord. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que c'était minime par rapport à la situation de la Syrie. Mais quand dans certains villages, des Algériens se réveillaient le matin, ils devaient démonter leur parabole, ne plus acheter de journaux, ne plus acheter de cigarettes. En fait, c'était l'État à leur niveau, l'État islamique qui était en train de s'installer. Je pense que à ce moment-là, fallait quand même faire un choix, soit rester sous une administration même qui était plus ou moins détestable à ce moment-là, qui est l'État algérien et le pouvoir algérien, ou alors choisir d'aller avec des groupes terroristes. C'est exactement le même choix. Abed Chelef a parlé d'histoire lorsque vous avez parlé des relations algéro-syriennes. Que va retenir l'histoire de la position de l'Algérie sur la Syrie notamment? Que va retenir l'histoire? On va retenir que l'Algérie n'est pas guérie de sa guerre civile. L'Algérie n'est pas guérie. On est en 2016. Les Tunisiens sont en train de faire de manière extrêmement digne une tentative de réconciliation nationale autour des crimes de l'époque de Ben Ali. Nous l'avons pas fait. Aujourd'hui, la ligne de fracture, elle réapparaît à chaque fois sur cette période-là. La preuve, c'est que Tarek Hafidi, ici présent, vient de reproduire les mêmes arguments en projetant la situation de la guerre civile algérienne sur la Syrie, en disant voilà, il y a des terroristes et un régime, et même si le régime n'est pas bien, il faut se mettre derrière lui parce qu'il y a les terroristes. Bien, voilà. Donc c'est clair que cette position du ministre des Affaires étrangères qui a provoqué un clivage, tu l'as rappelé en début d'émission, elle renvoie chacun des Algériens. Les éradicateurs d'avant et modernistes d'aujourd'hui, etc., voient en Hafd al-Assad un paravent. Bachar al-Assad, c'est pareil, père et fils. Un paravent contre les terroristes de ce pays-là. Ils évacuent complètement la dimension populaire de l'insurrection contre un régime. Je vais pas rappeler la litanie des crimes de ce régime ici. Je l'ai fait déjà dans une émission antérieure. Et peut-être que ceux qui sont sensibles un peu plus au destin des peuples, à leur vocation à vouloir de la liberté, etc., essaient de faire un peu la part des choses. Le problème, c'est qu'il y a l'interférence des autres. Il y a une lecture chiite, sunnite qui vient s'ajouter, qui trouble la lecture, qui empêche la lecture. Il y a les sunnites en Algérie sont pour la chute les sunnites radico-islamistes, etc. J'ai entendu même parmi des journalistes des gens approcher ce conflit sous cette base-là. Alors que chez nous, on devrait l'approcher autrement. Mais on est travaillé encore par ce conflit. La Syrie, ce n'est pas la guerre civile algérienne.
La Syrie, ce n'est pas la guerre civile algérienne, ce sont d'autres données. Maintenant, c'est vrai que les islamistes ont pris un dessus dans le mouvement populaire, dans la rébellion et dans l'armement, mais ça ne doit pas changer notre façon d'approcher. Il y a des populations civiles qui ont été massacrées durant ces 5 dernières années. Oui, Abed? Non, moi je pense que Halep c'est un événement majeur. Quand je dis majeur, c'est pas la langue de bois. Halep marque un déplacement de plaques tectoniques au Moyen-Orient et on ne se rend pas compte, on est en train de régler nos comptes avec nous-mêmes. Ce qui s'est passé à Halep, c'est, de mon point de vue, le début d'une nouvelle étape. C'est une coopération sécuritaire entre les États-Unis et la Russie. C'est aussi l'intervention. On a dans cette histoire de Halep, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est qu'on est en train les gens sont partagés en deux et se créent des héros. Est-ce que c'est Bachar et la Russie ou là c'est les rebelles? Et il y a un jeu à décortiquer dans cette histoire-là. Les Américains et les Russes sont partis chacun de son côté dans cette crise jusqu'à l'émergence de Daesh. Avec Daesh, ils se sont retrouvés face à un ennemi commun. Parce que Daesh, c'est la disparition des frontières nationales qui existaient jusque-là, potentiellement, et donc toutes les frontières pouvaient être remises en cause, y compris la frontière israélienne, y compris la frontière palestinienne. Donc tout le dispositif était menacé. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que quand il a fallu liquider Daesh et liquider Alep, on s'est rendu compte que les Américains ne pouvaient pas le faire. Ils étaient trop engagés, Obama était en fin de mission, la France ne pouvait pas le faire. La Russie a fait le sale boulot. Elle l'a fait avec l'accord des Américains, des Français, de la Turquie et d'Israël. Et ce dispositif se met en place aujourd'hui. Il nous annonce une nouvelle redistribution des cartes qui est générale dans la région. Et moi, c'est cette carte qui m'intéresse, comment elle va se déployer. Et cela, oui, Tarek. Non, je voudrais juste dire, sans entrer dans c'est-à-dire un débat, il faudrait quand même essayer de sortir un peu de tout ce qui est idéologique et toutes les belles choses qui se disent comme ça, et aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y a des gens qui vivaient normalement à Mossoul, à Tripoli, à Benghazi, à Alep, et dans toutes ces régions, qui vivaient sous des dictatures. Normalement. Non. Normalement, quand je dis normalement. Non, attends. Quand je dis normalement, c'est des gens qui élevaient leur famille, qui avaient des vies, et qui maintenant ont tout perdu. Voilà. C'est tout. Ce qui s'est passé aussi, rapidement. Dans sa campagne électorale, Trump a dit que, j'ai vu les vidéos, ça c'est une partie de la campagne de Trump qu'on ne voyait pas. On ne voyait que son côté folklorique. Il a dit que du temps de Saddam Hussein, il n'y avait pas de terrorisme. Il a dit qu'il préférait traiter avec Kadhafi parce qu'il y avait un pouvoir qui était là, qui contrôlait son territoire, plutôt qu'avec le chaos actuel. Donc, cette expression politique, qu'on soit pour ou contre, c'est autre chose. Comment ça va se concrétiser sur le terrain? Sur le terrain, ça veut dire que les États-Unis vont renoncer à essayer de changer des régimes qui vont traiter avec les gens qui sont en place et que les gens qui sont en place vont essayer d'en profiter. Comment ils vont en tirer profit? Donc, c'est ce volet qui m'intéresse et qui nous intéresse. Et Donald Trump qui a été officiellement élu le 19 décembre dernier, avant-hier, donc un vrai lundi noir, donc quoi. Non, je voulais juste dire que les États-Unis, leur doctrine en amour. Vas-y. Non, je voulais juste dire que les États-Unis, leur doctrine, c'est justement de traiter avec les régimes en place. Il y a eu l'épisode des faux camps néoconservateurs après le 9/11. Qui ont fabriqué un scénario pour faire descendre Saddam Hussein. L'officier de la CIA qui a débriefé Saddam Hussein sort un livre cette semaine pour dire comment il a été complètement trompé, qu'avec Saddam Hussein, s'est bien rendu compte que, en tant qu'officier de la CIA, il a été banané par les néoconservateurs. Mais cette doctrine dont tu parles, ça, en général, était la doctrine des Américains. Sauf pendant les 15 dernières années.
Quand même. Non, c'est pas les Américains qui ont fait tomber leur ami Moubarak. C'est pas les Américains qui ont fait tomber leur ami Ben Ali. C'est les peuples qui les ont fait tomber. Qu'on s'entende bien. Ce sont les peuples qui ont fait tomber les dictatures arabes. Qu'on s'entende bien. Et cela. Ça peut être vrai. Non, on peut pas rester sur des affirmations tel Qadi Hassan et prendre ça comme des vérités. Non. Ce que les Américains ont appelé le projet du Grand Moyen-Orient. C'est un dispositif qui a été mis en place au début des années 2000, ça a commencé à donner des résultats. Ça a donné des résultats en Europe sous une autre version avec les printemps colorés, etc. Que cette action américaine ait épousé ou accompagné des mouvements de société, c'est indéniable que les mouvements de société aient existé. Mais nier cet apport américain dans cette histoire-là, moi, ça me semble parfaitement contestable. La meilleure preuve pour moi, c'est Bahreïn. Les États-Unis ont refusé que la population se rebelle et prenne son émancipation par rapport au pouvoir. Pourquoi c'est pas l'Arabie Saoudite? Et l'Arabie Saoudite. À travers l'Arabie Saoudite. Pourquoi à travers? C'est l'Arabie Saoudite qui la première été menacée par le changement de Bahreïn. On laisse Akram terminer. Vas-y Akram, termine. Ils n'ont rien fait. Hein. L'Arabie Saoudite a envoyé des troupes. Elle a aidé les États-Unis. Oui. Les États-Unis n'ont rien ça change. Ça veut pas dire que c'est les Américains. Ça ne change pas le fait qu'il y avait d'un côté un mouvement de société Exactement. qui mûrissait, qui cherchait des alternatives au régime en place, et que à côté il y a eu un projet américain qui a été financé, organisé, que à un moment donné il y a eu ça pouvait être une bonne chose si ça pouvait déboucher sur la démocratie. Enfin, tu connais le problème. Ce rôle que tu es en train de décrire, il est surdimensionné. Il est surdimensionné. Entre Sidi Bouzid et la désespérance de Mohamed Bouazizi. Et ce que tu décris, il y a deux univers. Ce sont les Tunisiens qui se sont rebellés, les Américains ont couru après les événements. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça. Je n'arrête pas, c'est ton point de vue. Chacun son point de vue, bien sûr. Écris-le dans un livre sur Maghreb émergent, mais moi je fais d'autres constats. Voilà. Et il faut lire le blog de Abed Sharaf pour comprendre aussi votre point de vue sur la situation à Alep. Par les points de vue de Qadi Hassan, à situation à Alep. On peut être intéressé par tous les points de vue. Il nous reste 5 petites minutes pour parler aussi de la visite du maréchal Haftar en Algérie. Le maréchal Haftar qui était un ancien ami de Kadhafi, puis devenu son pire opposant. Un ami des Américains. Un citoyen américain. Oui, parce qu'il a vécu ces 20 dernières années aux États-Unis. Ils l'ont même aidé à l'exfiltrer. Il a rencontré le Premier ministre Abdelmalek Sellel. Est-ce que l'Algérie est toujours, selon vous, partie prenante dans le processus politique en Libye, alors que le Maroc aussi l'est et a obtenu aussi des résultats? Alors, selon vous, est-ce que l'Algérie est partie prenante, oui. Le Maroc, je pense qu'il veut être partie prenante, mais qu'il ne l'est pas réellement. Le Maroc n'a pas de vrai levier pour influer, sauf s'il se fait le relais des pays du Golfe. Malgré l'accord de Skhirat. Malgré l'accord de Skhirat. Il n'a pas de levier, il n'a pas de prise sur la Libye. Maintenant, le rôle de l'Algérie, ça devrait, il est ce qu'il est. Une présidence affaiblie, un pays affaibli, une diplomatie affaiblie. Donc, ce qui reste, c'est, au mieux, c'est l'habileté technique des diplomates. Mais il manque un projet politique qui donne de la consistance à ce que fait l'Algérie. Maintenant, il y a l'opportunité. C'est peut-être la future politique de Trump si elle se concrétise par une abstention de trop se mêler des affaires de la Libye. Là, ça peut offrir une opportunité. Est-ce que l'Algérie peut la saisir contre la Libye, contre la France, contre l'Italie, contre toutes ces puissances? Ça va difficile. C'est un jeu qu'il faut jouer de manière plus osée. Il faut y aller plus franchement. L'Algérie n'a pas d'ambassade à Tripoli. Air Algérie a quitté Tripoli. Elle a arrêté d'aller sur l'aéroport. Bon, tout le monde a quitté. Bon, on est passé à Amstrata depuis les derniers incidents du mois dernier. Quels sont les leviers sur lesquels l'Algérie peut peser? La communauté internationale, pendant les négociations avec Bernardino, avait un levier. Elle disait, si les factions en cours de négociation ne rentrent pas dans un accord, nous allons appliquer, il y avait une liste de 200 personnalités qu'on pouvait accuser de crimes durant la guerre et après la guerre, durant l'insurrection, qui seraient blacklistées, qui pourraient aller devant l'AE. C'était un instrument dans la négociation. Voilà un levier qui peut te permettre, c'est la communauté internationale, de pousser dans un sens ou dans un autre. Qu'est-ce que l'Algérie a?
comme levier. C'est vrai, l'Algérie a un atout. Elle a un atout. C'est le vide. C'est l'absence d'acteurs étrangers ou la faiblesse des acteurs étrangers. Ils n'ont pas beaucoup d'influence. Mais moi, je voudrais revenir sur un autre élément, sur des choses simples qu'on oublie dans un parallèle entre la Libye et la Syrie. La crise syrienne est venue après la Libye, bien après. Bachar al-Assad s'est trouvé engagé dans une guerre. Il a vu le sort de Kadhafi. Quand tu vois ce qui est arrivé à Kadhafi en tant que personne et que tu t'appelles Bachar al-Assad, tu vas jusqu'au bout. Et les gens, les Européens, les Occidentaux, qui ont fait subir le sort de Kadhafi, de mon point de vue, portent une responsabilité centrale dans ce qui s'est passé dans la Syrie. Parce que quand tu montres l'exemple qui est là, tu détermines le comportement des autres acteurs. Et que Bachar al-Assad devienne un criminel comme il est devenu, moi ça me semble naturel, logique. Il ne va pas se suicider, ce type. Nous resterons dans le printemps arabe pour la deuxième partie du CPP. On va parler de la Tunisie. On revient dans un tout petit moment. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue à la deuxième partie du CPP, le café presse politique. Nous allons parler du printemps arabe. Voilà. On a parlé de la Libye, on a parlé évidemment des positions algériennes. Maintenant, on va parler de la Tunisie, parce que la Tunisie va célébrer le 5e anniversaire du printemps arabe et de la chute de Zine El Abidine Ben Ali. Et avec nous ce soir, Lotfi Madani. Bonsoir, vous êtes journaliste, homme de radio. C'est la 6e. Voilà, la 6e. Oui. Vous résidez actuellement en Tunisie. Alors, lorsqu'on pose la question aux Tunisiens, il faut le dire, même si c'est assez populiste, on vous dit, pour rejoindre un peu ce que disait Tarek, on préférait l'ère Ben Ali. Est-ce que c'est toujours le cas en Tunisie? Est-ce qu'on continue à dire ça? Oh, certains continuent de le dire, mais sans grande conviction. C'est-à-dire que si on leur proposait demain de voter pour le retour de Ben Ali dans les urnes, ils le feraient très probablement pas. Vous pensez? Oui, très certainement. Et puis bon, c'est pas assez. Vous allez trouver certains chauffeurs de taxi, certaines des personnes un peu révoltées parce qu'ils ils sortent du marché que les prix ont flambé, etc. Et bon, ils vous disent du temps de Ben Ali c'était mieux. C'est comme ici on dit du temps de Boumedienne c'était mieux, mais enfin. Qui espère réellement le retour de Boumedienne ou du système de Boumedienne? Oui, peut-être certains. Faut faire attention. Tout cela, ça relève plus du fonctionnement d'imaginaire collectif, comme ça, et c'est souvent irrationnel. La réalité, c'est que ce qui va à l'encontre de cette thèse, c'est que donc jusqu'à dernièrement, les Tunisiens ont réussi leur processus politique, mais pas par le haut. Par le bas, c'est-à-dire que c'est à chaque fois un processus qui a eu recours à des formes de participation, c'est les élections, bien sûr, mais avant même les élections, lors de la première transition, c'est un parlement, un ersatz de parlement. La constituante. Mais la haute instance de la révolution, etc., où on est allé chercher dans la société civile, dans les associations, dans les syndicats, dans les partis politiques, les participants à la transition. Donc je crois que c'est plus de l'imagerie, mais Ben Ali n'a aucune chance, à mon avis, de revenir aujourd'hui. Et comment se porte la Tunisie à la veille de cet anniversaire? Pardon.
Oui, peut-être. Non, je voulais dire, juste rappeler qu'il y a eu cet attentat. Oui, cet attentat contre le scientifique Zouhairi à Sfax, accusé donc d'avoir fabriqué des drones et des avions pour Gaza. Il y a deux aspects. La Tunisie, à la veille du 6e anniversaire de la Révolution, se porte bien sur le plan politique, c'est-à-dire la manière dont le processus de transition politique a été mené. On a quand même un premier ministre qui a été désigné élu par le Parlement, adoubé par le Parlement, qui a 42 ans, qui est qui n'est 40 pas 40 ans, je pense. 40 même. Je pense 40. Ouais. 40, voilà, ou 42. Ouais. Bon, qui est jeune, qui est issu, qui est un pur produit de la Tunisie contemporaine, qui n'est pas issu de la classe politique, qui n'a pas été imposé par. Bien sûr, il a été imposé par des rapports de force politiques, mais je veux dire que c'est véritablement, je crois, ce qui est pratiquement impensable dans aucun autre pays arabe. On a la même chose à la tête de Sonatrach, quand même, c'est Monsieur Amin Mazzouzi, mais on parlera pas on citera pas cet exemple nécessairement comme une conquête. Donc voilà, l'âge ne suffit pas. Vous me parlez des réalisations. C'est le chef du gouvernement, et en Tunisie, le premier ministre, il est véritablement chef du gouvernement. Mais le président, c'est le patron de l'exécutif. Mais le président garde quand même une part importante du pouvoir, non? Le président. Oui, mais le pouvoir exécutif est divisé entre les deux. Dans les textes, dans la Constitution, le pouvoir exécutif est à 80% entre les mains du Premier ministre. Et plus symboliquement entre les mains du président de la République, mais qui a des fonctions de représentation de l'État, etc. Sauf que le rapport des forces politiques est tel que Beji Caïd Sebsi passe au-delà des textes et de la Constitution et joue, lui c'est un vrai politique. C'est-à-dire qu'il joue les rapports de force sur le terrain pour imposer une vision qui dépasse le texte constitutionnel lui-même. On a parlé, oui, allez-y. Mais à mon avis, c'est extrêmement intéressant parce que la transition politique, même si elle a beaucoup tourné autour de la Constitution pendant des années, du juridisme, un peu les Tunisiens sont connus pour leur juridisme parfois excessif, ici, ils ont montré que la transition politique pouvait se faire en sortant du carcan de la loi, des textes de loi ou des textes fondateurs, etc., comme dans certains autres pays. On a connu, par exemple, en Tchécoslovaquie, les échecs de Václav Havel ont été, entre autres, liés à ça. C'est-à-dire une constitution trop contraignante, etc. Et là, Beji Caïd Sebsi et Ranouchi, parce que c'est eux ensemble qui gouvernent réellement le pays, se débrouillent pour... c'est du pragmatisme, hein, c'est pas... Mais je trouve que c'est intéressant dans le cas de la Tunisie. Le processus politique en Tunisie, c'est le seul du printemps arabe qui ne soit pas dévié, comme c'est le cas ailleurs. Oui, je trouve qu'il est... c'est pas que je trouve, c'est le plus abouti jusque-là, c'est le plus intéressant, c'est celui qui a le mieux évolué. Maintenant, pourquoi il a bien évolué? Je trouve qu'il réunit un certain nombre d'éléments qui font le succès de la transition. Les Tunisiens sont des gens aptes à la négociation traditionnellement, et là, ils négocient tout le temps. Et c'est fondamental dans cette étape. Et les Tunisiens ont compris quelque chose d'essentiel, c'est que la démocratie n'est pas une situation donnée, la démocratie c'est une construction permanente. Et ils le font bien. Ils font bien les consensus qu'il faut. La deuxième chose que je note, c'est que ils ont deux légitimités, celle de Beji Caïd Sebsi et celle de Ranouchi. L'une par les urnes et l'autre, c'est la Tunisie organique, institutionnelle, le pouvoir traditionnel. C'est un peu l'Afrique du Sud entre Mandela et De Clercq. Il y avait un pouvoir et un homme légitime en face, on négocie. Et on sait jusqu'où aller, jusqu'où ne pas aller. Des franges islamistes ont reproché à Ranouchi de faire trop de concessions. Des modernistes, entre guillemets, ont reproché à Sebsi de les faire trop de concessions à Nahda. Mais en fait, c'est selon l'appréciation du moment, et ces deux personnes ont bien joué leur rôle. Et ensuite, je pense que c'est important, c'est même fondamental, l'extérieur a appuyé cette démarche. L'extérieur, il faut se rappeler que
en Libye, en Irak. Appui politique, c'est ça? Appui politique, un peu économique, pas beaucoup, mais appui politique, c'est fondamental. En Irak, quand les forces américaines sont arrivées, elles ont prononcé la dissolution du système en place. Donc, elles ont provoqué le vide. Négocier, qui va négocier avec quoi? Qui va organiser? Avec Kadhafi, ils ont joué la destruction du régime Kadhafi jusqu'à la symbolique de tuer Kadhafi. Et donc, en Tunisie, on peut dire, un Nahda qui représente une bonne partie de la société, le pouvoir qui était en place, qui représentait le pouvoir, et qui se retrouvait sur le plan idéologique en accord avec l'opposition moderniste, mais sauf sur le volet liberté et démocratie. Donc ça pouvait être jouable. Il y avait deux légitimités qui ont joué, et c'est très intéressant. Tarek Hafid, vous connaissez bien la Tunisie, vous êtes d'accord avec ce qui a été dit? Oui, je suis tout à fait d'accord, mais aussi un élément qu'il faut mettre en avant aussi, c'est que contrairement à la Libye, contrairement à la Syrie, la Tunisie est quand même assez unifiée, c'est-à-dire il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de tribus, il n'y a pas de problème de communautarisme. Donc, bon, on sait que depuis toujours, le pouvoir politique a toujours été entre des personnes originaires de la région du Sahel. Donc c'est Sousse, Monastir. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Non. Voilà. Il y a toujours eu un peu tout ce qui est c'est-à-dire éléments syndicaux, etc. Donc c'était beaucoup plus la région de Gabes, Gafsa, donc c'est beaucoup plus le sud. Oui, aussi Bizerte. Mais je pense que c'est quand même un élément très très important. Il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de découpage, il n'y a pas de. C'est une société relativement homogène. Je suis prêt à accepter ce point de vue, mais je dirais que la division, ça se crée. Si la Tunisie était un enjeu international important, des forces qui voudraient gêner ce processus auraient créé la division. C'est compliqué quand même de trouver une ils division. trouveront, ne t'en fais pas. Tarek, tu as quand même un clivage est-ouest en Tunisie qui est très fort. Non, nord-sud plutôt. Non, est-ouest. Beaucoup plus nord-sud. Non, tu as aussi est-ouest. Quand on a parlé de Sousse, etc., il est très il politique. faut se rappeler que le premier président élu après Ben Ali, c'était Merzougui, qui est un homme du Sud, et qui a lui aussi, il a joué un rôle essentiel dans cette transition. Alors, Ihsan, est-ce que vous pensez, comme Tarek, que la Tunisie de Ben Ali, c'était mieux? Est-ce que vous êtes jaloux de la Tunisie d'avant? C'est pas une question sérieuse. Je vais juste relever au passage, parce que j'ai envie d'être polémique cet après-midi, ce soir. Kadhafi a été tué par la milice de Misrata, et Misrata, c'est la ville qui a subi le plus de bombardements de l'armée de Kadhafi pendant la période où il pouvait encore bombarder des villes. J'ajoute que l'effondrement de l'État libyen, qui a provoqué la guerre civile, est venu après une première élection libre et démocratique. Il y a eu un premier parlement en Libye. Il y a même eu une deuxième élection d'ailleurs, que les islamistes n'ont pas gagné. Les frères musulmans n'ont pas gagné. Et il y a eu ensuite une décision, malheureusement, qui a été, tout le monde le dit aujourd'hui, malheureuse, d'interdire toute fonction dans l'appareil d'État pour quelqu'un qui a été dans l'appareil d'État auparavant. Et qui a alimenté, c'est un peu l'Irak, les États-Unis en Irak. C'est les Libyens qui ont pris cette décision. Et ils s'en mordent les doigts. C'est pour encore une fois redonner la proportion de ce qui appartient aux dynamiques domestiques et à la dynamique des puissances étrangères qui interviennent. La Tunisie, en deux mots, l'Algérie a changé. Évidemment, c'est le processus. Évidemment qu'on devrait en parler plus. Évidemment qu'on devrait s'en inspirer. Deux choses. En finir avec les architectures constitutionnelles qui donnent le plein pouvoir aux Zaïm. Les Égyptiens sont restés dans ce modèle. Malheureusement, la révolution n'a pas réussi à changer le rapport de force. Donc l'armée, il a suffi qu'elle agisse sur le poste de président et ils ont rétabli la donne. Donc pour les prochaines réformes en Algérie, redonner du pouvoir à l'Assemblée, changer l'architecture du pouvoir, c'est très important et l'Algérie peut le faire. La deuxième chose, c'est que l'Algérie s'est mise à soutenir la Tunisie quand il y a eu le risque que la Tunisie s'effondre et qu'elle devienne un foyer du terrorisme. Donc c'est complètement utilitariste
Ce n'est pas idéologique, ce n'est pas par sympathie au processus démocratique tunisien. Et ça tombe bien, nous allons parler de l'Algérie et de ce qui se passe un peu chez nous, même si on n'a pas beaucoup de temps. Abed Charef, vous avez été assez dur avec Nouria Benrabrit, la ministre de l'Éducation nationale. Après, il faut dire la reculade d'hier, celle d'avoir imposé un nouveau calendrier pour les élèves, pour les vacances. On est en plein dans le 4e mandat, Abed Charef. On y est en plein. Oui, allez-y. Non, je crois qu'il y a pas beaucoup de choses à dire sur Madame Benrabrit. C'est une personne qui a annoncé une révision des vacances scolaires le jour même pour l'après-midi. On peut pas critiquer ça. Mm-hmm. Ça y est, c'est fini. Cette personne est politiquement finie. Sur le plan pédagogique et professionnel, elle est finie. Et voilà. Hassan, vous êtes pas d'accord? Non, il y a 15 jours, j'avais dit ici que les Haddad n'étaient pas finis parce que Bouteflika ne pouvait pas s'engager un front avec toutes les personnes qui avaient pris du pouvoir pendant la période la plus grave de sa maladie. Haddad a été confirmé à la tête du FCE et à mon avis il restera en lice. Benrabrit est envers l'exercice d'action réformatrice dans le gouvernement et le pouvoir a besoin d'elle de ce point de vue-là. C'est-à-dire quelqu'un qui essaie de faire des choses qui parfois réussit. La réforme du recrutement, par exemple, il y a eu beaucoup de protestations, mais le recrutement des contractuels, elle a été au bout. Et parfois échoue, dans ce cas précis, elle a échoué. Donc, ils vont continuer elle est pas finie politiquement. Ils vont continuer à l'utiliser. Je juge pas ses qualités. C'est pas ça que je juge. Quand j'ai dit qu'elle est finie, c'est pas sa carrière politique qui est finie. Elle peut parfaitement rester ministre dans le 5e mandat. Ah, mais de ce point de vue-là, elle était finie le jour où elle a accepté d'être ministre de Bouteflika. C'est plausible. Non. Je veux dire que c'est une personne qui a fait illusion pendant un moment en tenant un discours assez rationnel. Assez intéressant. Et puis, à chaque fois qu'il fallait prendre une décision, elle allait dans le sens inverse. Aujourd'hui, elle n'a absolument plus de crédit. C'est ça que je veux dire. Maintenant, les réformes de Mme Benrabrit, je trouve une raison supplémentaire de ne plus venir au CPPA. Oui, bon, on va arrêter avec les fausses promesses et les faux espoirs. Tarek Hafid, est-ce que vous êtes d'accord? En fait, où sont les réformes de Mme Benrabrit? Moi, je les vois pas. Quand on parlait de réformes du temps de Ben Bouzid, il y a eu des réformes, bonnes ou mauvaises, mais en tout cas, il y a eu des réformes. Il est resté tellement longtemps aussi qu'il était obligé d'en faire parfois. Oui, bien sûr, tout à fait. Ouais. Là, Benrabrit, je ne vois pas. Il y a eu cette histoire de recrutement, puis maintenant cette histoire de vacances, cette affaire des vacances, ce scandale des vacances, qui est en train de chambouler la vie de tous les parents d'élèves, à commencer par celui d'Akram Kharif. Et puis voilà, donc il n'y a absolument rien du tout. Benrabrit elle n'est pas finie politiquement, elle n'a même pas commencé. Akram, votre fils est en vacances plus tôt à cause de Benrabrit? Mes enfants sont en vacances plus tôt. Une raison de plus. Je note seulement qu'elle aurait pu décréter ses vacances à partir de jeudi. Pourquoi l'avoir fait? Il y a une sorte de réaction épidermique qui vient du ministère de l'Éducation, une sorte de vengeance. Il a dû y avoir un incident du type Forum africain. Le lait. Et voilà. Et donc, une décision a été prise sur un coup de Hagdag. Je pense ce qui explique que ça soit pris les jours même, parce que on n'a pas besoin d'être pédagogue pour comprendre qu'on ne prend pas ce type de situation. C'est pas Madame Benrabrit qu'on va dire ça. Ça serait trop grave. Donc voilà, c'est... Ce que je veux retenir de positif dans cette affaire, c'est que quand même, quand les jeunes lycéens sortent dans des villes comme Bjayar, Santena, Annaba, c'est pris en compte au niveau du pouvoir. Ça, c'est la bonne nouvelle, parce que ça fait bouger les choses. Quand je suis rentré hier, j'ai Amine qui est au lycée, en première année au lycée, je suis arrivé chez moi, il m'a regardé, puis j'ai commencé à me dire que j'avais intérêt à lui parler d'une autre manière. Oui. C'est comme ça qu'on... Donc il y a un lycée à Ndefla, c'est ça? Non, c'était...
Non, c'était de l'humour. Donc voilà, le CPP touche à sa fin. Merci à vous d'être venus. Merci Abed Cherf, merci Lotfi Madani, merci Tarek Hafid, Ihsan Qadi, merci Akram Khalif, merci. Si vous nous écoutez, que vous êtes du côté de Benaknoun, on vient de l'apprendre, encore une inondation au niveau du S, le fameux S, voilà, de l'inondation, et la route est quasi bloquée. Donc prenez votre mal en patience. Il y a probablement un nouveau trou sur place. Madame Belghabrit y est tombée probablement. Merci à vous, bon week-end et à mercredi prochain. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.